Alors Maurice Dantec, bonjour. Dans votre roman Les Résidents, paru chez Inculte en septembre dernier, deux personnages principaux sont des fumeurs de cannabis, héritiers et ennemis de la contre-culture pop, car ex-agents de la CIA. Dans ce cadre, comment évaluez-vous la nouvelle politique du Colorado? Eh bien, effectivement, comme vous le soulignez, deux des personnages principaux des Résidents sont des fumeurs invétérés de cannabis. Pourquoi je dis qu'ils sont à la fois, disons, héritiers et ennemis de la culture pop? Parce que ce sont d'ex-agents de la CIA. Et la CIA, ce n'est pas un État dans l'État. C'est un monde dans un monde. Tel qui s'est créé, étrange hasard, au moment d'Yalta, donc au moment de son partage. Alors, effectivement, ces deux personnages principaux qui vivent, comme on dit en bon américain, dans un compound de l'Ouest, voisins du Colorado, eh bien, ont décidé, comme tous les autres véritables agents de cette agence, ont décidé de faire valoir leur théorie du monde qui est que le meilleur moyen de cacher une épingle, ce n'est pas la meule de foin. Non, c'est le tas d'épingles. C'est-à-dire que cette agence et ses agents réels a décidé et a fait en sorte que toutes les conspirations et les théories qui allaient de pair soient d'une certaine manière noyées dans une conspiration et ses théories qui étaient la sienne. Alors évidemment, on va me prendre pour un conspirationniste, j'allais dire classique, ben, peut-être pas vraiment, hein. C'est-à-dire que l'agence a été le fournisseur industriel de toutes les théories de la conspiration qui ont vu le jour depuis 1945. En cela, elle diffère profondément du KGB ou des autres services secrets ou spéciaux, comme on dit, à travers le monde. Pourquoi? Parce que face à un monde qui est devenu bourgeois, ou plutôt face à une bourgeoisie qui est devenue monde, l'agence a décidé d'opérer un contre-monde, le sien. Et oui, et le sien, si vous voulez, ou plutôt si on veut, tous ensemble, eh bien, ce n'est pas exactement le nôtre. Mais c'est en partie le nôtre, puisque c'est elle qui l'a fondé, en particulier. Et ça, c'est clair, toutes les conspirations liées à Roswell, à Kennedy, à ces mondes parallèles qui ont pris racine dans le nôtre. Et sur ce, bonne nuit tout le monde. Alors Les Racines du Mal, paru en 1995 à la série Noire, a reçu le Grand Prix de l'Imaginaire. 20 ans plus tard, quel est votre regard sur cet événement et sur la période qui a suivi? Eh bien effectivement, là encore, en 95, j'ai été le premier surpris à constater comme ça que j'allais recevoir, j'avais reçu le Grand Prix de l'Imaginaire de cette année-là. Moi, si vous voulez, l'histoire est très simple. Quand j'ai écrit Les Racines du Mal, Patrick Rénal, qui dirigeait la série Noire à l'époque, m'avait simplement dit, écoute, hein, tu fais ce que tu veux, grosso modo, quoi. Donc, moi, si vous voulez, j'ai toujours eu une attirance profonde, et pour les romans d'anticipation, de science-fiction ou de fantastique, comme on dit, et pour le roman noir, pour les vrais romans, entre guillemets, policiers. Bon. Alors, en faisant ce que je voulais, j'ai fait Les Racines du Mal. J'ai pas calculé, encore une fois. J'aurais calculé, je pense que, entre guillemets, j'aurais pas écrit ce bouquin-là. Donc, c'est tout. J'ai fait ce que j'avais envie. Et puis, j'ai été le premier surpris, comme je vous disais, à recevoir ce Grand Prix. Alors, dans la perspective, j'allais dire, des 20 ans qui se sont écoulés, précisément, moi, j'ai continué à faire ce que je voulais. Si vous voulez, que ce soit chez Gallimard, à la série Noire avec Patrick Rénal, que ce soit plus tard chez Albin Michel, on va dire sous la direction de M. Ducousset, etc. Maintenant, chez Inculte avec Jérôme Schmitt, hein, et consorts, on va dire. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'ai fait ce que j'avais envie de faire, tout simplement. Ce qui est un principe premier, quand même. Voyez-vous, c'est que si vous faites à contre-cœur ou si vous faites vraiment du marketing, ça peut marcher, il n'y a pas de problème. Marcher au sens commercial. Maintenant, qu'est-ce que vous allez en tirer pour vous-même
et j'allais dire pour les autres, la question reste entière. Voilà. Alors dans Satellite Sisters, vous explorez et répertoriez des formes de vie inconnues présentes sur Terre et que vous estimez en millions, dont les espèces sous-marines. On a découvert récemment en Amazonie une grenouille capable de modifier ses structures biologiques en fonction de son environnement. Comment intégrez-vous cette découverte dans votre pensée et dans votre œuvre? Eh bien d'abord, on va dire que je suis un évolutionniste. Et je suis catholique, précisément. Et je renvoie beaucoup de catholiques, j'allais dire, à leur ignorance dans ce cas-là. L'évolutionnisme, c'est pas le darwinisme. C'est un fait. C'est l'évolution. Et c'est un fait voulu par Dieu. Sinon, il ne l'aurait pas fait comme ça, le monde. Et ça veut dire quoi? D'abord, pour commencer, que la création divine, c'est pas un Big Bang qui, j'allais dire, comme un pétard, dans les deux sens du terme peut-être, explose et puis ça va là, comme ça. Non. C'est pas ça la création parce que c'est pas ce que dit la Genèse. Excusez-moi d'être un peu vénère. Ok? C'est que la création, elle est constante. L'acte créateur divin, il ne s'arrête jamais. C'est-à-dire qu'au moment où je vous parle, eh bien, oui, l'acte créateur divin, il est opérant, il est opératif, il est opérationnel. Alors, ça ne veut pas dire que la création est éternelle. Là encore, il faut nuancer, on va dire. Mais elle est circonscrite par l'éternité divine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle n'est pas éternelle, mais qu'elle va durer très longtemps, on va l'admettre. Okay? Et que donc, à chaque instant, la création est là, dans les rayons du soleil, dans le magnétisme de la Terre, dans les échanges énergétiques à l'intérieur des corps, humains en particulier, des cerveaux humains en particulier. Humains, eh ben oui, humains, avec un Z. Et donc voilà, les formes de vie inconnues sur la Terre, elles se comptent effectivement par millions parce que depuis le précambrien, on va dire, il y a des millions et des millions d'espèces qui sont apparues et ont disparu. Puis peut-être ont réapparu, allez savoir. Et en tout cas, dans les fosses abyssales, elles sont là, déjà répertoriées en grand nombre, et en particulier auprès de sources sulfuriques, volcaniques, sous-marines, et donc ces formes de vie n'opèrent pas selon les lois que nous connaissons avec l'oxygène, mais selon un tout autre métabolisme. Alors voilà, la Terre, eh bien, elle est un extraterrestre d'une certaine manière pour nous autres, ceux qui l'habitons. Et bien tant mieux. Ça veut dire qu'on va arrêter de se soucier de sauver quelques épinettes et puis peut-être, effectivement, de s'occuper de ce qui est important. Je pense que j'ai rien à ajouter pour ma défense, Monsieur le Président. Maurice Dantec, merci. Eh ben, merci à vous encore une fois.